Bonjour et bienvenue dans Small Talk, l'émission où on discute avec des gens intéressants. Nous recevrons dans chaque émission 2 personnes différentes qui nous parleront de leurs envies, leurs passions et leurs projets. Et bonjour, et on se retrouve pour une nouvelle émission de Small Talk où nous avons le plaisir, ma chère Ève, de recevoir Benoît Ramos. Bonjour. Bonjour Benoît, et Bonjour bienvenue. Benoît. Merci d'avoir accepté cette interview. Avec toi, on va parler de pas mal de choses. On va parler de visite, de tourisme, de légende. Ouais, tout ça. Et de tout ça, et de tout ce que tu veux en fait. D'accord. Voilà, car c'est ton moment. C'est bon. Voilà. Là, je vais mettre le pied sous la table. Mets-toi bien, Ouais. voilà, bois un petit café, mange un petit gâteau, on est bien. Donc Benoît, parle-nous un petit peu de tes activités, parce que je parle visite, et si je te dis Taliesin, tu me dis... Je me dis, ah, bah ça, je connais. Ah, c'est moi. Très bien. Oui, alors, je m'appelle donc Benoît Ramos et je suis guide conteur. En fait, je suis conteur et guide touristique sur Montpellier. Et je propose des visites comptées de Montpellier, où plutôt que d'aborder Montpellier sous le cadre, on va dire, de l'héritage culturel, de l'histoire, même si on a toujours un peu, je fais ça sous l'angle des légendes, des mythes et des contes. Voilà, je raconte le légendaire de Montpellier. Et donc c'est des légendes que tu crées à partir de faits, un début de faits historiques, et tu développes ton imaginaire Il y a, propre, ou tu pars de légendes existantes sur il y a Montpellier? de tout. Il y a de tout. En fait, on va dire, il y a 3 sources principales de mes histoires. La première, c'est l'anecdote historique. Il y en a pas mal. Je me suis beaucoup basé sur le travail d'un historien local, Roland Jolivet, qui a écrit plein de petits livres illustrés sur les petites histoires, les anecdotes de Montpellier. Il y a des contes traditionnels locaux, mais des légendes locales, il n'y en a pas tant que ça, qui sont restées jusque de nos jours à Montpellier. Il y a des contes traditionnels que j'ai entendus ailleurs ou qui viennent d'ailleurs, mais que j'ai greffés et que j'ai bouturés et que j'ai plantés à Montpellier. Et enfin, il y a des histoires que j'ai créées moi. D'accord. Et tu es originaire de Montpellier, à la base? Non. Ou... Non, du comme tout. tout le monde. Oui, Non. c'est ça. Oui. Eh bien Ah non. voilà, alors voilà, elle voulait le placer, je t'en prie Ève. Moi je suis de Montpellier, Ok. mais à mon avis, vu tes activités, tu connais bien mieux la ville que moi, finalement. Mais je suis pas de loin, je suis de Arles moi. Ah oui. Donc je viens pas de loin, je suis D'accord. arrivé il y a 30 ans pour mes études à Montpellier, je suis resté, contrairement à plein de gens finalement. C'est vrai. Donc voilà, j'ai quand même une culture, on va dire, méditerranéenne, je suis du sud, je suis pas entièrement un étranger, même si je suis de l'autre côté du Rhône. Tout à fait, Ouais. mais ça, mais on peut pas te le reprocher, même si quand même. Oui, mais enfin, on est dans les Bouches-du-Rhône, on a un point commun avec les Montpelliérains, c'est qu'on n'aime pas les Nîmois. C'est vrai. Et ça nous rapproche beaucoup. C'est ça. Voilà. C'est L'ennemi vrai. commun. C'est ça. L'ennemi de mon ennemi et mon ami. C'est ça. Tout Et donc, oui, j'ai fait des études d'histoire ici. Je suis allé jusqu'en licence. J'ai commencé une maîtrise que j'ai pas soutenue. Parce que quand j'ai commencé mes études d'histoire, enfin pendant mes études d'histoire, j'ai commencé à faire du théâtre. Comme plein de gens au TOST, à l'association de théâtre amateur à la fac de sciences. Et là, j'ai rencontré des gens, on était débiles, on se trouvait débiles les uns les autres, et ça nous a plu, donc on a monté notre troupe, qui s'appelait L'Œil du Thon, avec laquelle on a fait beaucoup d'improvisation, parce que moi, la base de ce que j'ai appris, c'est l'improvisation, de café-théâtre, de théâtre. Donc on s'est professionnalisé, donc j'étais comédien pendant une petite vingtaine d'années. Après, j'arrivais plus à en vivre, donc je me suis reconverti, j'ai fait pas mal de petits boulots
jusqu'à ce que je trouve une formation de guide touristique alors je suis pas guide conférencier, donc j'ai pas la licence professionnelle de guide conférencier. J'espère l'obtenir un jour. J'ai un titre de guide accompagnateur. Et donc j'ai fait une formation au Greta pour avoir ça, et ça m'a permis de concilier tout ce que j'aime, l'imaginaire, le conte, le théâtre, l'histoire, tout ça en un seul bloc, quoi. C'est toujours facile de trouver un destin a posteriori, mais ça peut faire un peu comme ça. Un homme, un jour, un destin. Ouais, c'est ça. Et du coup, tes visites, c'est sur Montpellier, c'est dans le centre de Montpellier, Ouais. principalement. Même exclusivement pour le moment. J'ai des projets pour ouvrir un peu ça. J'ai fait une visite, mais c'était sur un cadre ponctuel. J'ai fait une visite à Figuerolles. Aussi, c'était dans le cadre d'un événement fait par le Théâtre de la Plume, où on avait fait donc une petite visite de Figuerolles intégrée à l'événement qu'il y avait au Théâtre de la Plume. J'ai designé, elle est toute prête, une visite de la Grande Motte, mais elle est un peu maudite cette visite. À chaque fois qu'on veut la placer, il y a un truc qui fait qu'on n'arrive pas à la faire. Ah, Ouais, depuis 1 an et demi, pardon. Depuis 1 an et demi, on essaie de caler cette visite, qui est un peu une visite de la Grande Motte à la façon Stranger Things. c'est pas prévu pour Halloween, ça? Si, c'est ça, j'ai vu passer, et si. j'ai vu- C'était prévu pour Halloween. La dernière tentative, c'était Halloween. Et bon, ça se fera un jour, hein. Faudra bien arriver à ce que ça se fasse un jour. Donc, ce qui fait que pour le moment, de facto, toutes mes visites sont dans le centre historique de Montpellier. S'il y a une exception, c'est que régulièrement, je fais des visites, enfin régulièrement, ponctuellement, mais une fois par an, notamment en général dans le cadre de la fête de la nature, je fais une visite du zoo, du Lunaret. Ok. Ouais. Je fais un parcours dans le zoo qui est cool. Mhm. Le zoo, mais le zoo, il est pas fermé, non? Non. Pas du Non, tout, c'est moi pas qui du ai tout. une mauvaise info. Alors, il est fermé assez souvent, le zoo, pour des raisons en général de sécurité, de météo. C'est Ouais, d'accord. un grand parc de garrigues, donc quand il y a trop de vent, que le temps est trop sec, qu'il y a des risques d'incendie, on ferme le zoo. Ça arrive assez régulièrement, ça. Mais non, le zoo est pas C'est fermé. Très bien, C'est la voilà, serre amazonienne. Ah oui, Ouais. ouais. Je suis complètement plus... ouais, voilà, tout à fait. Et justement, ta visite dans le zoo, est-ce que tu inclus les animaux? Est-ce qu'ils jouent Complètement. avec toi? Alors, ils jouent comme ils peuvent. Oui. Mais non pas. Mais l'idée de base de la visite que j'avais faite, c'est en fait l'histoire vraie du premier animal du zoo. Le zoo, il a ouvert dans les années 60, et le tout premier animal, c'était un zèbre, qui s'appelait François. Donc François le zèbre, et qui est mort foudroyé. Et donc j'ai un peu extrapolé sur François le zèbre mort foudroyé. Il est vraiment mort foudroyé. Il est ça, vraiment c'est pas mort foudroyé. l'imagination, Non, il est c'est vraiment mort foudroyé. Ouais. Ah, et donc la visite, on apprend pourquoi. Enfin, On apprend ce qui s'est passé et puis pourquoi les animaux ont développé une espèce de petit culte de François le zèbre à l'intérieur du zoo. Ah, je regardais s'il y a une statue de François le zèbre. Non, hélas, non. T'imagines Non, un non. zèbre coupé en deux foudroyé. Oh. Ce serait un peu bizarre pour les enfants, peut-être. Ok. Et est-ce que tu as des envies, justement, sur des endroits un peu différents, type le zoo, Oui, tout ça, de faire des choses? Oui, et c'est quelque chose dont j'ai envie depuis longtemps. J'ai essayé de le mettre en place. J'aimerais sortir du centre historique et aller dans des quartiers, par exemple à la Paillade. En fait, il y a 2 quartiers qui m'intéressent. Il y a, on va dire, le bloc Port-Marianne, Antigone, parce que j'aimerais bien rajouter une couche de légendaire à des quartiers qui n'ont pas encore vraiment d'histoire. Ouais. Parce que j'estime que c'est par l'imaginaire qu'on apprend à aimer un lieu. C'est quand on rajoute cette petite couche de rêve que vraiment on s'approprie un lieu dans lequel on vit, dans lequel on évolue. Et à la Paillade aussi, parce que on connaît tous à Montpellier la réputation de la Paillade, mais il y a plein de gens qui ont des tas de choses à raconter là-bas. J'aimerais bien faire du récoltage auprès des habitants du quartier pour ensuite faire un petit parcours dans la Paillade pour que les gens se réapproprient le quartier, mais un peu d'une autre manière. Parce que bon, les gens de la Paillade, en général, ils aiment bien leur quartier. Mais il rajoutait cette petite couche un peu de rêve, quoi. Pour voir un peu ce quartier différemment. Ouais, Enfin, complètement. avoir une autre image. Un peu. Complètement. Et puis aussi,
C'est un quartier qui a une histoire assez finalement profonde, qui est évidemment en plus un peu tragique, donc il y a plein de choses à raconter. Il y a des gens les grands-parents, les immigrants de première génération qui habitent encore ici, les plus âgés, ils ont encore des histoires qui viennent de la guerre d'Algérie. Pas oublier que la base, la Paillade, c'est un quartier qui a été fait pour les pieds noirs. Oui. Ma grand-mère a habité la Paillade quand elle est arrivée en 62, puisque du côté de mon père, je suis pied noir. Et maintenant, bon, évidemment, c'est une population qui n'y est plus du tout. Ils sont là pour l'argent. Oui. Ah bah oui. Bah oui, c'est là qu'il y a la maison des rapatriés et tout. Ouais. C'est le quartier pied noir, d'une certaine manière, de Montpellier. Je pense qu'il y a cette transmission qui peut-être parfois se fait moins qu'avant dans les familles et qu'on peut ressortir. Car ça fait partie des choses qui, en plus, du point de vue strictement historique, de transmission de l'histoire, c'est un travail de mémoire que la France a très mal fait. Continue de faire très mal. Bon, l'Algérie, on sait que c'est toujours une plaie. Oui. C'est un sujet très difficile à aborder dans tous les cas. La guerre d'Algérie, pas l'Algérie en soi, mais l'Algérie, Oui, ça va. l'épisode. On salue les Algériens. Voilà. La guerre d'Algérie, c'est compliqué et c'est dur de l'aborder, quoi. Mais il faut le faire. C'est quelque chose. On n'a pas exorcisé la guerre d'Algérie en France. On a mis la poussière sous le tapis et c'est tout ce qu'on a fait, à part 2-3 historiens, mais qui sont peu appréciés de certaines franges de politique d'ailleurs. Enfin, on se souvient de tous les débats en disant des choses aussi simples et aussi incontestables du fait qu'il y a eu de la torture par l'armée française pendant la guerre d'Algérie. C'est absolument incontestable, mais on peut pas le dire. Et on le dit pas, hein, pour les gens qui veulent nous tabasser. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Hein. Ah non, mais effectivement, ouais. En plus, c'est intéressant parce que c'est les petites histoires dans la grande. Ouais, c'est ça. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse là, pour revenir vraiment sur ce que j'aimerais faire dans un quartier comme la Paillade, c'est ce que justement dans le sud on appelle les figures. C'est trouver les figures du quartier qui ont des histoires en général rocambolesques. Et que tout le monde connaît, mais parfois pas assez, et qui ont une petite touche de légendaire, parce que même après, à force de se raconter, à force de connaître leurs histoires elles grossissent. Oui. Et j'aimerais bien faire ça à la Paillade, ouais, chercher un peu les figures, voire créer des figures et donner un côté légendaire, mais un légendaire joyeux. Là-dessus, je m'inspire beaucoup d'un conteur québécois qui s'appelle Fred Pellerin. Qui est une grosse vedette au Québec, qui a carrément inventé un village avec toutes les histoires complètement folles qui peuvent se passer dans un village, mais qui en même temps est, on pourrait dire, Uber québécois. C'est pour ça que tous les Québécois l'adorent, parce qu'ils se reconnaissent dans ce village, même si c'est un peu comme le baron de Munchausen, on peut pas croire aux histoires, elles sont trop grosses. Ouais. Mais quand même, on s'y retrouve. Voilà, c'est quelque chose que j'aimerais faire à la Paillade. Ok, ça c'est un projet pour 2024 ? Peut-être pas 2024, hein. J'aimerais le lancer en 2024, mais à mon avis, ce serait pas avant 2025. Ok, le temps de la récolte, de toute façon. Ouais. Le temps de trouver les contacts sur place, de contacter les institutions, les maisons pour tous, voir les mairies locales. Je sais pas encore, mais il y a quelque chose à faire là-bas, je pense. Parce que quand on parle de culture de proximité, je pense que le conte et ce genre de choses, c'est quelque chose qui est l'un des outils les plus puissants. Parce qu'en fait, c'est un outil qui vient aux habitants et pas l'inverse. Souvent, quand on fait de la culture de proximité dans les théâtres locaux, tout ça, en réalité, si on regarde bien, les locaux, ils viennent quasiment jamais. C'est très dur de les faire venir dans le théâtre. Pour tout un tas de raisons, qui est l'image du théâtre, c'est pas pour nous, ça nous concerne pas quelque part, ou la flemme, tout simplement. Et là, je pense qu'il faut faire venir quelque chose qui parle directement aux gens, des gens, pour les gens, pour paraphraser Lincoln de manière horrible, et qu'il est, pour parler comme un pseudo-boomer, qui les enjaillerait un peu plus, quoi. Non, mais avec le conte, avec ça, on fait des choses, on les présente, c'est présenter un quartier, pas comme un quartier spécial déjà, d'arrêter de dire, voilà, c'est un banlieue, c'est un zone, voilà, c'est pour ça on va pas parler des jeunes de banlieue, des vieux de banlieue, c'est
pas les ex-jeunes de banlieue, parce que Les sont devenus habitants. des vieux de banlieue. Ouais, les habitants du quartier, et un quartier, oui, effectivement, qui n'a pas l'architecture du centre historique, mais qui a une histoire architecturale. Bon, en plus, d'ailleurs, c'est déjà fait, il y a une tour là qui doit être... Elle est pas encore, je crois qu'elle est pas encore Ouais, tombée. mais c'est bientôt la tour Mais qui il y doit avait- être oui, il y a eu plein de trucs, il y a eu des visites détruite. justement, Oui, complètement. Ouais. Parce que ces grandes barres, ça fait partie de l'histoire architecturale d'un projet qui date des années 60, qui raconte un morceau d'histoire, quoi. Dont, en plus... une bonne partie de la génération, je pense, des grands-parents des jeunes d'aujourd'hui, de ce quartier, c'est eux qui les ont construites, quoi. Oui, il y a des gens, ouais. Bah oui. Sans doute, oui. C'est très intéressant, je trouve, justement, de changer un peu de... Ce Montpellier centre, c'est très intéressant, mais c'est peut-être connu, enfin, c'est le plus... On va dire c'est facile. Accessible. C'est le plus accessible. C'est vrai que là, c'est un challenge, quoi, c'est bien. Et des endroits comme Jardin des Plantes, fac de médecine, tout ça. C'est des endroits un peu justement pour reprendre avec un cachet historique par contre. Là, j'y suis, déjà. Parce que j'ai une convention avec l'école de médecine depuis 2019 ou 2020, je sais plus. J'ai commencé par faire des visites du jardin botanique à la recherche de la fée du jardin. Parce qu'il y a une fée dans le jardin, c'est un lieu fada. Oui, fada en provençal, à la base, ça veut dire touché par une fée ou avec une fée fade, c'est fée. D'accord. Donc, T'es fada, c'est c'est que t'es touché un par peu... une fée. Et donc, tu es dévarié parce que tu vois plus le monde tout à fait pareil. C'est peut-être un compliment du coup. Plus ou moins. Avant, C'est pour une fée. avant, c'est comme dans Provence, un loup ravi du village, c'était pas quelqu'un qui était spécialement ostracisé. C'était le. C'était loup ravi. On l'aime bien, il est brave. Oui, effectivement. Voilà. C'est devenu autre chose. Maintenant que Le tu dis ça. temps qu'il ait une idée, on a le temps de tuer un âne à coup de figue molle, mais on l'aime bien, il est brave. Donc j'ai une visite dans le jardin et un peu après j'ai développé une visite dans le bâtiment historique de l'école de médecine, qui est une visite, on va dire, un petit peu plus dans une ambiance Da Vinci Code, à base de sociétés secrètes, un peu fantastique. Ça s'y prête. Ça s'y prête très bien, ça s'y prête très bien. Et là, cette visite en tout cas, c'est celle où je pense que je mêle le plus le légendaire en y apportant le plus de sources historiques. Il y a beaucoup de personnages historiques dedans. C'est beaucoup plus que mes autres visites, un prétexte à parler de l'histoire de l'école de médecine. Et je vais sans doute d'ailleurs un peu faire sortir cette visite. Je suis en train de réfléchir à un parcours sur l'histoire de la médecine et les légendes de la médecine en ville. Parce qu'il y a plein de lieux. Plein de lieux, la chambre de commerce, la pharmacie de la Miséricorde, et même Notre-Dame des Tables, qui est là où on passait les diplômes avant. Donc, plein d'endroits encore. On peut faire de l'histoire de la médecine à Montpellier. Et pour tout ça, tu dois être appuyé par justement la mairie, les maisons pour tous, La Enfin, mairie, appuyé, je veux dire accompagné, non, ou pas tu es spécialement. libre de... Ça dépend. De base, moi, je suis complètement de créer, indépendant, je suis autonome. Voilà, je suis auto-entrepreneur. Je suis la Startup Nation. Et pour la fac de médecine, évidemment, en fait, le lieu, on ne va pas partout comme on veut. Donc là, j'ai une convention avec l'école de médecine qui m'autorise à aller faire les visites et surtout à accéder à certaines salles, comme le conservatoire d'anatomie, la salle des actes, voilà. Parce Oui, tu as des autorisations nécessaires. Complètement. Et puis bon, c'est des locaux qui sont aussi employés par d'autres usagers. La salle des actes de l'école de médecine, c'est toujours là qu'on y passe les thèses, donc il faut bien être sûr qu'il n'y ait pas une thèse qui se passe pendant que j'arrive faire une visite. C'est préférable, même si les touristes adorent ça, parce que donc nous, comme on passe la thèse avec les grandes robes rouges et tout ça, que les gens ils voient ça, ils hallucinent en général. Ouais, mais pour le thésard, c'est peut-être moins confortable. Donc oui, l'école de médecine, le jardin des plantes, c'est pareil, parce que le jardin des plantes également est géré par l'école de médecine. Des fois, il y a des événements qui fait qu'il n'est pas accessible. Donc voilà, il y a des accords à avoir, voilà, une communication à avoir avec l'école de médecine principalement pour la disponibilité des locaux, et aussi pour des raisons de sécurité, la limitation de la taille des groupes. On n'a pas le droit d'être plus de 20 au total, guide inclus, dans la plupart des bâtiments, des salles, parce qu'elles n'ont qu'une porte. Donc, en cas d'évacuation. En cas d'évacuation, voilà. Après, pour tout ce qui est à l'extérieur, non, dans le centre historique, moi j'ai pas de... En fait, la législation, si je veux être extrêmement strict,
c'est que, en tant que guide, pas guide conférencier, je n'ai pas le droit de proposer un commentaire historique à proximité d'un lieu classé au monument historique ou classé à l'Unesco. D'accord. Bon, à Montpellier, ça y en a pas. Ça va alors, pour le moment. t'es libre. Ouais, pour le moment. Ça viendra, mais on va attendre une petite dizaine d'années, je pense. Donc voilà, c'est ça la rigueur. À partir de en dehors de ça, la profession de guide en France n'est pas vraiment réglementée. C'est-à-dire n'importe qui peut être guide à condition, s'il n'est pas guide conférencier, de ne pas proposer un commentaire historique près d'un monument classé. D'accord. Oui, donc t'as pas mal de liberté du coup. C'est pour ça qu'en faisant du sur, conte et en faisant de la légende et en me Ouais. baladant dans le centre ou allant dans des lieux, en plus moi j'aime bien aller dans des endroits qui sont peut-être pas forcément les grands monuments les plus... On y va hein, forcément, mais c'est les petits lieux, peut-être un peu pas forcément plus typiques, mais moins connus, mais très jolis, avec des légendes. Je donne un exemple qui est une des histoires que tout le monde adore, qui est dans un endroit qui pourtant paye pas de mine. Dans le quartier Saint-Roch, il y a une rue qui s'appelle la rue des Multipliants. Ah oui. Avant, il y avait un bar qui s'appelait l'Odyssée, là, je me souviens de ça parce que c'est dans ce bar que j'ai commencé à faire du conte en public. C'est vrai. Mais c'est pas ça que je raconte aux gens. Mais dans cette rue, si vous y allez, vous allez voir qu'au numéro 5, en fait, il n'y a pas de maison. Il y a une espèce de cour intérieure, une petite porte et tout ça. Juste à côté d'un restaurant, là. Ah oui, oui, oui. Il y a un garage, une espèce de garage et une porte, et ça fait une cassure dans la ligne des bâtiments. Pourquoi ? Parce que depuis le XVIIIe siècle, il est interdit d'y reconstruire une maison. Parce qu'au XVIIIe siècle, il y avait une secte ici, la secte des Multipliants, qui a donné son nom à la rue, qui s'est fait éradiquer en 1728. Et après, on a démoli la maison avec interdiction d'y reconstruire quelque chose. Ok, c'était une secte de mathématiciens ou... Non. En fait, le nom de la secte, c'est un surnom que les locaux ont donné parce que alors, c'était une secte de protestants à une époque où le protestantisme était interdit en France. Ouais. On va dire un peu évangélique, un peu extrémiste aussi. Ils se mariaient qu'entre eux a priori, ils se donnaient des noms internes à la secte. Ils avaient même inventé une langue pour que les gens les comprennent pas. Ah oui, d'accord. C'était costaud quand même. Mais une secte assez nombreuse, hein, environ 200 personnes dans le Montpellier de l'époque, plutôt de la bourgeoisie. Ouais. Et ils se réunissaient là en secret. Et en fait, ce qui faisait très peur aux gens, c'est qu'ils arrivaient le vendredi soir, où on voyait toujours rentrer 10 personnes. On voyait jamais de mouvement pendant le week-end, et le lundi matin, il y avait 30 ou 40 personnes qui sortaient. Et les gens, ils comprenaient pas comment ça se faisait, qu'il y avait toujours plus de gens qui sortaient qui entraient. Du coup, il y en a qui se sont vraiment imaginés, qui faisaient des espèces d'orgies magico-sataniques, qui faisaient que le vendredi soir, ils faisaient leur truc, puis il y avait des enfants qui naissaient le samedi, qui arrivaient à l'âge adulte d'ici le dimanche, et qui sortaient le lundi. Donc on les appelait les multipliants, parce qu'ils se multipliaient pendant le week-end. C'est des gremlins en fait. Un peu ça, ouais. C'est un peu ça. Okay. Bon, alors les gens, ils étaient pas très observateurs de voir que c'était quand même toujours les mêmes qui sortaient, mais enfin bon, ouais, ça les faisait flipper. Et donc ça, c'est pas du tout... je peux raconter cette histoire, on va dire, si je ne fais aucune entorse à aucune législation en racontant cette histoire dans cette maison qui est pas du tout classée dans une rue tout à fait lambda du centre historique. Voilà, ça c'est un exemple de ce qu'on peut faire sans aucun problème, par exemple. D'accord. Est-ce que tu as déjà eu des demandes? Des gens qui t'ont demandé, j'aimerais bien faire une visite sur un thème particulier, tu vois, ou des trucs un peu privé? Est-ce que ça oui, se fait, pour des ça événements d'entreprise, mais la plupart du temps, quand je fais des événements d'entreprise, le principal aspect qu'ils demandent, c'est que ça soit fun et que ça soit court. Ok. Voilà. Parce qu'ils ont souvent les journées événements d'entreprise. Ah, il y a un programme hyper chargé, c'est tout au pas de course, faut les prendre au restaurant à telle heure, les livrer au bus à telle heure, et il n'y a pas moyen de déborder. Donc c'est souvent des demandes un peu comme ça. Non, parce qu'en fait, j'ai pas de demande aussi spécifique pour le moment, tout simplement parce que j'ai déjà un catalogue avec des thèmes. Ouais. J'ai une visite horrifique, j'ai une visite un peu dont vous êtes le héros, où on choisit la suite de la visite à chaque étape. Je fais voter à chaque étape pour savoir quel est le spot suivant qu'on va voir. Donc ça te donne des possibilités infinies. Ouais, complètement. Puis moi, ça me permet d'avoir plein d'histoires et de pas m'ennuyer en répétant les mêmes. Ouais. Oui, c'est vrai. J'ai une visite sur les légendes féminines de Montpellier. Là, je suis en train de réfléchir à des visites plus historiques et une visite justement plus courte, entièrement basée sur le légendaire de la ville, puisque pour harmoniser un peu tout ce que je fais, j'ai créé un mythe fondateur de Montpellier. Sur Montpellier, on a pas mal de documents sur la naissance de la ville du point de vue strictement historique, mais il y a des grosses zones d'ombre sur ça, donc moi j'y ai rajouté une légende qui me permet d'avoir un fil rouge mythologique qui tient toutes mes histoires entre elles.
Ok. Ouais. Donc tu détiens la vraie fausse vérité de la création de Montpellier. Complètement. C'est génial. Et oui. Et vas-y. le nom Taliesin, ça vient d'où? Ça vient du Pays de Galles. Taliesin, c'était un barde du IVe siècle, un barde gallois. C'est le seul barde dont on ait des textes. Il était très connu à l'époque, donc des gens ont mis par écrit certains de ces textes, alors qu'ils ne sont pas des textes, comment dire, c'est des éloges de rois, la plupart du temps. D'accord. Donc, oui, on va dire que c'est bien dans son époque. Ça a mal vieilli, tu veux dire? Ouais, c'est pas le genre de poésie qu'on lit de nos Ouais. jours. Surtout que c'est des rois de Cambry du IVe siècle ou du Ve siècle. Voilà, hein, Ça va pas trop nous parler, le roi quoi. Cuthbert de Northumberland, il nous parle pas trop. Moyen, ouais. Mais il était, comme il vivait au Ve siècle, 4e ou 5e je crois, et que ça tombait à la bonne époque et qu'il était très connu, Taliesin il s'est fait manger par la légende parce qu'il est censé avoir vécu à la même époque que le roi Arthur. Ah. Et donc la légende en a fait le barde du roi Arthur. D'accord. Et selon même certaines légendes, il y a même tout un cycle, dans un cycle de romans Pendragon, il y a le premier c'est Taliesin, et ça il y en a qui disent que c'est le maître, voire le père de Merlin, l'enchanteur. Ah. Dans certaines versions des légendaires. Oui, parce que c'est pas un démon normalement, le père de Merlin. Si, ou pas si, enfin ça dépend. hein. Il y a pas de le cycle arthurien, le cycle légendaire, comme toutes les légendes, faut bien être très clair là-dessus. De nos jours, on aime bien qu'il y ait un lore officiel. Oui, un canon. Ouais, mais ça n'existe pas ça dans le cycle arthurien. Il n'y a pas de lore officiel. Chaque auteur a sa version du cycle arthurien. Ou alors, tout ce que vous faites de cycle arthurien est officiel, ce qui fait que Sacré Graal des Monty Python est tout aussi du lore officiel que Chrétien de Troyes. Et Camelot. Et Camelot, complètement. complètement. C'est ça la légende traditionnelle, c'est de l'oral. Il y a pas, personne ne peut dire, ça c'est la légende Oui, du on peut roi pas Arthur. affirmer que telle ou telle légende est là. Non, c'est impossible. Oui, ouais. C'est à la rigueur, ils diront, Il y en a c'est pas comme ça qu'une. qu'on la raconte chez moi. Voilà, c'est tout ce qu'on Oui. peut dire. Oui. Donc, dans certaines versions de la légende arthurienne, Taliesin est le maître de Merlin, celui qui a appris la magie et tout ça à Merlin. Et donc, comme il est à la fois historique et légendaire, moi, ça m'a plu. J'aime bien les sonorités celtiques. J'ai appelé ma compagnie d'après lui. Ok, Super intéressant. tout à fait. Donc Taliesin. Et évidemment, dans mes légendes, je les fais venir à Montpellier, vous inquiétez pas. Ah, voilà. Voilà. Et d'ailleurs, une visite, ça dure combien de temps à peu près? C'est quoi tes... Environ 1h40, après évidemment ça dépend de la taille du groupe, plus un groupe est gros, plus c'est long, parce qu'on marche plus lentement en groupe. Mais voilà, en moyenne on est autour d'1h40. Après, selon les questions que les gens posent, s'ils sont motivés, puis souvent on prolonge, on va prendre le café ensemble, moi, j'aime bien faire ça. Le petit plus, le petit bonus. On est là aussi pour dans le tourisme, de base c'est aussi une histoire de rencontre, c'est rencontrer des gens, puis c'est un métier vraiment super à ce niveau-là, parce que au sens littéral je vois des gens de tous horizons. Ouais. J'ai rencontré tant un policier du GIPN qui descendait régulièrement parce qu'il faisait des missions avec le grand banditisme à Lunel, que une des chefs restauratrices du Metropolitan Museum de New York. Ouais, j'ai eu de tout. C'est super varié. Complètement. Ça fait un réseau, ça. Je bossais au Met. C'est ça, à quand ouais. les visites de New York Ce serait tellement classe. Oui, c'est pas un type de personnes qui font des visites. Non. Ça reste quand même. Non. On n'y pense pas forcément, tu vois, des visites de Montpellier, tout ça. Quand tu dis qu'est-ce qu'on préfère aujourd'hui. C'est oui et non en fait. C'est On pense peut-être plus à des visites classiques. alors oui et non. Là-dessus oui et non. Le tourisme a beaucoup changé à ce niveau-là, au niveau du public. Il y a 10 ans maintenant, on est dans une ère qu'on appelle le tourisme expérientiel. D'ailleurs c'est pareil, pas que dans le tourisme, quand vous allez au cinéma, que vous allez en souvent on vous propose une expérience. Oui. Et beaucoup de gens veulent qu'il y ait une expérience quand on fait du tourisme. Mais il y a toujours une grosse clientèle pour les visites classiques faites par des guides conférenciers autour du patrimoine et de l'histoire de l'art, mais il y a de plus en plus de gens qui ont un rejet de ça aussi et qui veulent visiter autrement. Soit par la gastronomie, soit par la visite théâtralisée.
Et la légende a sa place là-dedans. Alors c'est pas encore quelque chose qui est très très développé en France, sauf dans des pays qui ont une tradition orale, ou disons que dans l'image qu'ils donnent, elle est présente. La Bretagne, par exemple. Voilà. La Bretagne, on associe ça au conte facilement. Et curieusement, si vous allez en Bretagne, vous trouverez assez facilement des visites contées. Surtout autour de Brocéliande et du centre du mythe arthurien qui se trouve là-bas. Mais dans d'autres pays, les pays anglo-saxons, ça se fait très régulièrement. Il y a plein d'endroits où l'Écosse par là-bas. Mais il y a quelque chose qui est quand même assez répandu un peu partout. Vous allez voir que quand je vais vous le dire, vous allez dire ah oui c'est vrai. Qui sont des visites comptées, c'est toutes les visites horrifiques, les visites autour des fantômes, les visites autour des histoires d'horreur. Il y a plein d'endroits qui font ça. On trouvera à Paris, à Lyon. Moi je fais juste pas que ça dans la légende. Mais c'est comme quand on fait du conte. Après il faut juste faire comprendre aux gens que c'est pas forcément pour les enfants. Et plein de gens se rappellent que en fait c'est bien d'avoir une histoire. Et ça, justement, il y a des enfants souvent dans les visites ou... Ça arrive, c'est pas ma clientèle cible, on va dire. Si par exemple il y a une famille qui est là, tu adaptes, tu dois. J'adapte surtout le vocabulaire. Ouais. Il y a vraiment il y a peu d'histoires qui sont vraiment trop gore pour que vraiment j'en parle, parce que c'est à base de meurtre d'enfants et tout ça. Et à la rigueur, c'est plus les parents que ça choque. Hein. Oui. En vrai. C'est plus le vocabulaire. Voilà. J'ai pas encore fait, dans les cartons, une visite érotique. Voilà, en fait, c'est pour l'instant, j'ai qu'une histoire qui est une histoire vraie, c'est pas une anecdote, mais le marquis de Sade est venu à Montpellier brièvement et il a logé dans une auberge qui s'appelle l'auberge de l'Écu Rouge. Le bâtiment est extraordinaire. Il existe toujours maintenant. C'est pas facile d'y entrer parce que c'est des appartements. Et c'était à l'entrée de la ville, donc de la porte du Pilat Saint-Gély, qui était l'une des principales entrées de la ville à l'époque. Donc tout en bas de la rue du Pilat Saint-Gély, quand vous la remontez sur la droite, là, il y a un immeuble, donc avec des appartements. Et je crois que la porte est toujours rouge d'ailleurs. Vous avez le petit panneau des monuments historiques. Et à l'intérieur, ça fait comme une espèce de cité. C'est plein d'arches dans tous les sens. Donc c'était une très grosse auberge qui était à l'entrée de la ville, qui accueillait les voyageurs. Et là, il a rencontré une servante tellement délurée qu'elle l'a impressionné et qui est l'inspiratrice de Justine. Justine, ou l'apprentissage de la vertu, la Justine, c'était une Montpelliéraine qu'il a rencontrée à cette auberge, qui lui a tellement plu qu'il l'a embauchée après. Et après, elle est allée bosser au château de Lacoste, chez le marquis de Sade. Et là, youpi. Donc, comme j'avais cette histoire-là, il y a aussi un... Pas loin d'ici, mais alors j'ai oublié le nom de l'abbaye, mais il y avait une abbaye dans l'Hérault, très près de Montpellier, qui était le couvent avec le plus fort taux de natalité de France. Ça, c'est curieux. Il y a de la matière quand même. Parce que les gens de cette époque avaient eu la joyeuse idée d'y envoyer des jeunes hommes et des jeunes gens qui avaient eu des scandales sexuels et on leur faisait redécouvrir Dieu en les envoyant dans ce couvent. Donc on les envoyait entourés de jeunes filles et on se disait oui, ils vont rencontrer Dieu et bien sûr, va pas y avoir aucun problème. Évidemment. Ils n'ont pas rencontré que Dieu apparemment. C'est ça, il y a le Saint-Esprit a manifestement beaucoup travaillé là-bas aussi. Ah oui, donc ouais, j'ai deux trois pistes. Puis évidemment, j'aimerais bien en plus trouver un moyen, mais là il faut que je fasse de récoltage, de la recherche. On est quand même dans l'une des plus grandes villes LGBT de France et justement j'aimerais faire une visite érotique qui soit, on va dire, pansexuelle, qui parle de toutes les formes d'érotisme et d'amour, quoi. Donc passer par la place, le Café de la Mer, trouver une histoire au Café de la Mer. Si vous savez pas, chers auditrices auditeurs, le Café de la Mer, pendant très longtemps, était le cœur du militantisme LGBT à Montpellier. Les fondateurs de la Gay Pride ici, même du refuge, ils étaient là, quoi. Ils étaient au Café de la Mer. Il y avait une diagonale arc-en-ciel dans le centre historique de Montpellier qu'on connaissait de tous les lieux gays du centre historique. C'était le quartier, de toute façon, c'est ouais, pas très loin, ouais, c'est ça, mais il y avait plusieurs lieux qui étaient connus, qui avaient le drapeau arc-en-ciel, qui étaient militants, quoi, qui n'étaient pas juste
l'endroit gay où les gays savaient qu'ils pouvaient se retrouver. C'était le cœur du militantisme qui a abouti au fait, alors on est un peu fort, notre ancienne mairesse a un peu forcé le truc pour être bien sûr que ça soit nous, qu'on est la première ville à avoir fait un mariage pour tous, notre premier mariage entre hommes. Oui, ça a été... Oui. Bien... Ah bah elle s'était placée sur le créneau, je pense qu'il y avait un coup politique bien, bien comme il faut. Mais bon, en même temps, on peut en être très fier. Oui, moi j'en suis assez fier. Effectivement. Une dernière question, puisque nous approchons du terme de cet entretien. Si on veut faire une visite avec toi, comment on fait ? Eh bien, on me contacte via mon site www.taliesin-tourisme.com. Et là, il y a mon numéro, il y a mon mail, il y aura toutes mes actualités. On peut réserver ses billets pour les visites dessus. Parmi les grandes résolutions, ce qui fait que je vais avoir plus de travail, je vais beaucoup plus nourrir mon blog. Je vais lancer un podcast d'ici la fin du mois. Et ce sera tout sur le site. Super. Donc voilà, le site qui va centraliser toutes les activités de Taliesin. Complètement. Okay. Ouais. Enfin, le site existe déjà, il centralise déjà les activités, mais elles vont être plus nombreuses. Donc restez à l'affût, chers visiteurs. Eh ben merci beaucoup. Merci Benoît. On te souhaite plein de bonnes choses pour cette année. Et on viendra faire des visites parce que se balader dans le centre-ville en écoutant des histoires folles, c'est top. Voilà. C'est vrai. Très bien. Et sur ce, au revoir. Au revoir. Et bonne année. Et nous voilà pour un nouvel épisode de Small Talk. Et aujourd'hui, nous avons un invité qui s'appelle Greg Bouteiller. Bonjour. 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 Je m'appelle Greg. Je ne suis pas une intelligence artificielle, pas du tout. C'est un véritable être humain et on va avoir l'occasion de le savoir. Et évidemment, Eve, bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien, merci. Super, merci. Alors, comme vous avez compris, le concept de Small Talk, c'est qu'on est un peu des grosses feignasses, c'est-à-dire que on ne présente jamais les invités, on est sur l'adage dont je ne me souviens plus, mais on n'est jamais mieux servi. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Par soi-même, tout à fait. Que par eux-mêmes. Que par eux-mêmes, tout à fait, parce que c'est à eux de faire le sale boulot, comme on C'est à moi de me présenter. Complètement. Greg, qui es-tu ? Parle-nous de toi. Et du coup, je peux dire n'importe quoi, vous vérifierez pas derrière. Ah, si on a une équipe de détectives derrière, t'inquiète pas. On a avoir ta page Wikipédia. Ouais. Après ma carrière de 30 ans dans la NASA, je me suis reconverti dans l'élevage de chèvres dans le Vercors. Alors ça c'est vrai. Je m'appelle Grégoire Bouteiller. Anciennement, j'étais photographe professionnel. Je dis anciennement, puisque depuis environ 1 an et demi, je suis parti dans un processus de reconversion professionnelle et que je suis en train de terminer, puisque je passe mon diplôme dans quelques jours, pour devenir, dans un premier temps, développeur web, mettre le premier pied à l'étrier du métier de développeur, et à long terme, travailler dans la cybersécurité, qui est un domaine de l'informatique qui me plaît beaucoup. Et à part ça, j'aime bien le sport, depuis pas très longtemps, mais j'aime bien. J'aime bien le cinéma, j'aime bien tout ce qui va rentrer dans la case geek en général, donc comme ça, c'est un peu tout. Et j'ai commencé à travailler le cuir depuis environ 1 an. Ah bon, tu es tanneur. Maroquinier. Maroquinier, Voilà. Rien à voir. Et pas marocain, qui est une nationalité. Tout à fait, mais les gens pas un se métier. plantent souvent. Voilà, c'est ça. J'achète du cuir en fait, et je travaille pour en faire des bracelets, ouais, déjà. Oh, bah dis, d'accord. Dimension personnelle ou professionnelle ? Non, complètement personnel. Ouais. C'est vraiment une passion. En fait, c'est très lié à une autre passion que j'ai découvert aussi récemment, qui est la pratique du jeu de rôle grandeur nature. Et en jeu de rôle grandeur nature, on a le choix soit d'acheter du matériel déjà fait sur des sites spécialisés qui sont toujours généralement de bonne qualité mais qui coûtent cher, soit on apprend à crafter des trucs soi-même. Donc on apprend à tisser un petit peu des vêtements, on apprend à se faire des petits éléments comme ça. Et j'ai un ami qui fait du cuir, et du coup il m'a montré un petit peu, et j'ai vu qu'aujourd'hui avec YouTube on pouvait apprendre ça soi-même.
Et du coup, voilà, j'ai une boîte complète d'équipements que je me suis acheté au fur et à mesure. Ouais, parce qu'il faut quoi comme équipement Il y a plein de choses. T'as pas mal d'outils différents qui servent à faire le cuir. D'abord un cutter, c'est la base, un bon cutter pour bien couper son cuir. Ensuite, tu as tout ce qui est outils d'artisanat, on va dire assez standard. T'as des petits marteaux, t'as des matoirs. Les matoirs, c'est pour mettre des marques sur le cuir pour lui donner une identité un petit peu. T'as de la teinture, t'as différentes teintures en fonction de la couleur que tu veux lui donner. Tu as plein d'outils, un truc qu'on appelle le brunissoir qui permet de travailler les tranches des cuirs, voilà, ce genre de choses. C'est une discipline qui est très complète et qu'on peut complètement apprendre tout seul à partir de zéro, juste en allant sur internet, en cherchant des tutos sur YouTube en français ou en anglais, en regardant. Il y a beaucoup comment on appelle ça, des groupes de fans de cuir sur YouTube, sur Facebook, pardon. Alors quand je dis fan de cuir, de travail de cuir, voilà. Parce que je suis persuadé qu'il existe aussi beaucoup de fans de cuir moustache, tout à fait. On ne citait que, mais c'est pas de ça dont je parle. Et du coup, voilà, le fait de faire ça, moi, ça me permet, par exemple, pour quand je fais des GN, donc des jeux de rôle grandeur nature, ça me permet de me construire mes propres ceintures. Là, j'ai rien à dispo, mais je m'étais fait une petite flasque que j'avais entourée de cuir que du coup, je peux fixer à ma ceinture. Des brassards de force, des trucs qu'on met par-dessus les vêtements. Mon ami qui fait ça, Pierre Quin, encore une fois. Pierre, décidément, on en a parlé dans une autre émission. Voilà. Ouais. Et Pierre qui fait ça et qui lui s'est carrément déjà fait une armure complète en cuir. Mais à côté de ça, voilà, c'est aussi un bon moyen de faire des cadeaux pour pas cher du tout et qui plaisent beaucoup. L'air de rien, j'ai fait tous mes cadeaux de Noël, là, c'était que des petits bracelets en cuir qui m'ont pas coûté très cher, mais que j'ai tous personnalisés. Et du coup, les gens étaient très contents. Et du coup, c'est chouette. Bah oui, du coup, c'est de l'unicité en plus. C'est vraiment un cadeau et une attention. Là, on peut pas faire plus unique. D'accord. Et donc voilà. Ça reste pour toi, ça reste un hobby, un passe-temps, t'as pas d'envie d'aller plus loin ou de faire... Non, c'est d'ailleurs un sujet de débat, on va dire, entre guillemets, avec certains de mes proches, qui des fois veulent me commander quelque chose, et je leur dis, je ne prends pas de commande, ce n'est pas mon métier, je ne veux pas en faire mon métier, j'offre ça quand j'ai envie, éventuellement, venez, on fait des ateliers ensemble, comme ça on va construire des trucs ensemble, je peux faire ça avec un ami, là, dans quelques semaines, il veut que je l'aide à apprendre justement à faire une ceinture pour lui. Et mais c'est lui qui va la faire, quoi. Et je mets un point d'honneur là-dessus. Le fait que j'ai été photographe indépendant joue beaucoup là-dessus parce que j'ai su ce que c'était que d'être indépendant et d'avoir du mal des fois à définir la frontière entre passion et métier, entre amis et clients aussi, ce genre de choses. Et du coup, aujourd'hui, j'ai mon métier que je suis en train d'apprendre, qui est le métier de développeur. Et j'ai cette passion-là, entre autres, mais que j'ai vraiment décidé de garder dans le registre du hobby, et pas du Hobbit, qui est pas le... Tout à fait, qu'on salue aussi. On lui dit bonjour. Et en fait, c'est l'air de rien, les gens sont peut-être parfois un peu frustrés que je prenne pas de commandes, mais d'un autre côté, ils sont très contents quand je leur fais des cadeaux. Ah oui. Donc voilà. Comme ça. Donc ils vont te faire des commandes, mais dire non, mais tu me fais ça en cadeau pour Noël, tu vois. Voilà. Tu vois, il y a une technique. On a hacké le concept. C'est vrai. Et ta reconversion de photographe professionnel à développeur web, c'est venu comment ? C'est venu par plusieurs facteurs. J'avais un peu la sensation d'avoir fait le tour du métier de photographe. J'étais photographe en tant qu'indépendant, donc auto-entrepreneur, mais aussi je travaillais dans un labo en centre-ville de Montpellier, donc Arcane Photo, que je salue si jamais ils écoutent. Ça se passait très bien, mais voilà, j'avais envie de faire autre chose. Ça venait aussi d'un besoin beaucoup plus terre-à-terre, à savoir l'envie de gagner plus de pognon. C'est aussi simple que ça. Je suis arrivé honorable. Hein, voilà, je suis arrivé à un point dans ma vie, à un âge où j'avais envie d'améliorer ma source de revenus, mon niveau de vie, on va dire.
Et j'ai pas eu la sensation qu'avec le métier de photographe ou le métier que j'avais dans cette boutique, ça m'aurait permis de faire ça. Oui, Donc il y a eu ça, et il y a eu disons que j'ai entamé depuis environ 2-3 ans un processus dans ma vie processus de changement, on va dire, personnel, très lié au fait que j'ai commencé une thérapie avec une psy tout simplement, qui m'a fait beaucoup de bien et que je continue encore aujourd'hui, qui m'a permis de faire le tri un petit peu dans tous les nœuds que j'avais dans mon cerveau, de par mon vécu, de par mon éducation, de par tous les traumas qu'on se mange au quotidien, quoi qu'il arrive. Et petit à petit, voilà, ça m'a permis de faire sauter des verrous qui m'ont permis de prendre conscience qu'il y avait une discipline que j'affectionnais, que j'appréciais, Oui, c'est bien. Voilà, que j'ai bien aimé Affectionné, depuis que je suis tout petit, à savoir l'informatique, et pour lequel j'avais comme on dit dans le métier, une appétence. Oh, Voilà. ce mot. Depuis que je suis tout gamin, vraiment. Envers l'informatique, et que j'avais envie de changer, j'avais envie de bouger. Tant qu'à faire, autant me rediriger vers ce métier-là. Ça, et puis mon entourage aussi, il y a pas mal de gens dans mon entourage qui sont dans le domaine de l'informatique, au sens large. Ouais, Il y a plein de métiers différents dans ce domaine-là. tout à fait. Mais voilà, et donc comme j'étais un peu dans un bain de personnes qui pratiquaient ce métier-là, ça m'a rendu curieux. Et de deux, ces gens-là m'ont pas mal parlé justement des salaires pratiqués dans ce métier et des possibilités d'évolution aussi. C'est pas juste ça, on ne gagne pas genre correctement sa vie, mais puis on reste sur le même salaire toute sa vie. C'est des métiers qui permettent pas mal d'évoluer, qui mettent en valeur la formation, l'expérience, la connaissance. Et j'aime bien apprendre. Ouais. Ça t'a conforté dans ta Voilà. décision, en fait. Exactement. Ouais. C'est ça. Surtout sur la cybersécurité, ça évolue tout le temps. Ah oui, Quoi. puis là, en Les ce moment, menaces, ça explose complètement depuis 2020, depuis les différents confinements, les attaques, les cyberattaques sur Internet ont complètement explosé. On n'en parle pas très officiellement, mais la notion de cyberguerre, elle est très existante aujourd'hui dans les milieux de la cybersécurité. C'est juste que comme c'est c'est pas de la guerre réelle dans le sens où il n'y a pas des trucs qui explosent et tout ça, et du coup on peut pas en parler dans les médias. Dans les faits, il y a énormément d'enjeux, il y a énormément tous les hôpitaux qui sont bloqués, les villes parfois qui tombent, les administrations, et ça c'est Ça peut être dramatique. Ouais. Ça peut. Ouais. C'est de la, on va dire de la guerre en soft power, mais c'est quand même des éléments qui existent. Donc voilà, c'est un métier qui m'intéresse parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses à faire. Clairement. Et t'as une spécialité ou une envie, en tout cas, de développer plus pour un logiciel justement anti-ransomware, ce genre de choses. Juste, t'as des envies dans la cybersécurité, en gros. Mon projet en cybersécurité, il s'inscrit sur un moyen long terme, c'est-à-dire que pour moi, c'est pas un milieu dans lequel je me vois travailler avant 4 ou 5 ans de pratique, parce que c'est un milieu qui demande d'avoir une certaine forme de, je vais pas dire d'expertise, mais en tout cas de bonne connaissance globale de l'informatique. C'est pour ça que j'ai voulu commencer par le métier de développeur, c'est que j'avais besoin de savoir comment sont conçus les logiciels, les applications, pour savoir où est-ce que les failles existent. Parce que déjà, à la base, à la construction, où est-ce qu'on peut faire accéder aux informations sans avoir forcément des moyens techniques énormes, juste parce qu'on connaît bien la construction même des choses. Et du coup, développer une application qui fera bien son travail dans la cybersécurité, au point où j'en suis en tant que développeur, je n'aurais pas l'idée même de le faire, honnêtement. Moi, ce que je veux, c'est travailler au sein d'une équipe, déjà. Et tant qu'à faire, effectivement, si je peux travailler un jour dans une entreprise qui développe des solutions orientées cybersécurité, tant qu'à faire, ouais. Mais la cybersécurité, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas juste le développement de logiciels ou d'applications, c'est aussi un autre domaine qu'on appelle le pen test. Et là, ça va faire rire tous les enfants de 8 ans et demi que nous sommes, puisque pentest, ça veut dire test de pénétration. Ah. Donc voilà, si jamais tu voulais un PEGI 18 pour cet épisode, on l'a. Voilà. C'est bon, ok. Et qui sont en fait, c'est tout simplement faire ce que font les pirates informatiques, mais de façon légale. Donc en gros, c'est apprendre toutes les méthodes qui existent pour casser un mot de passe, pour accéder à un serveur, pour
faire tomber un site web, pour tout ce qui existe, qui est fait par les hackers, les bad guys, on va dire. Ouais. Ou même envoyer des ransomware ou ce genre de choses, faire du phishing et tout, mais de le faire dans des équipes qui ont le droit de le faire, qui ont les compétences, qui ont le cadre légal pour le faire, et qui sont payés par des entreprises ou par des institutions, puisque le gouvernement français est assez au fait de ça, pour faire des tests et essayer justement de voir à quel point une défense peut être bonne. Et voilà. Donc ça, je trouve ça super intéressant. De faire du hacking, mais en ayant le droit, en fait, tout simplement, parce que mon but, c'est pas de devenir Un hacker. un hacker, voilà. C'est éventuellement d'en acquérir les compétences, mais pour des bonnes lutter choses. contre. Ouais, Voilà, au lieu c'est de les ça. jouer. C'est Ouais. ça. Exactement. Oui, super intéressant. En plus, il y a plein de tests, il y a plein de choses. Des attaques des DOS, ce genre de choses. Ouais. Oui. Le milieu Internet, en fait, a été tel qu'il est conçu aujourd'hui, a été quand même pas mal conçu sous la forme de différentes couches qui se sont posées les unes par rapport aux autres pendant depuis environ 30-40 ans que ça existe. Et parfois, les couches étaient juste des rustines pour faire oublier le fait que la couche d'en dessous, elle était beaucoup plus faillible. Mais du coup, petit à petit, on a une utilisation d'Internet qui déjà n'est pas vraiment safe. Les gens ne sont pas éduqués à utiliser correctement Internet de manière à être safe. Ça commence à venir petit à petit comme le truc de base, ne cliquez pas sur un lien qu'on vous envoie en texto ou par mail. C'est un truc de base, mais il y a 5 ans, on n'en parlait pas, ça. C'est vrai. Aujourd'hui, ça explose tellement qu'il faut... on commence à en prendre conscience. Ou ne pas utiliser un mot de passe qui s'appelle test 1, 2, 3, 4 par exemple, qui reste aujourd'hui, ça reste un des mots de passe les plus utilisés au monde, un des 10 mots de passe les plus utilisés au monde. Donc voilà, il y a encore du taf à ce niveau-là. Mais ce que je veux dire, c'est que des failles, il y en a partout. Internet, c'est un gruyère énorme que petit à petit les grosses entreprises commencent à essayer de combler, mais il y a un travail technique à faire qui est énorme, de reconsolider Internet sans tomber dans des travers totalitaires, parce que ça peut arriver, ça. Oui. Mais là, c'est de la politique. Et en même temps, un travail d'éducation, parce qu'il faut éduquer les gens à utiliser correctement leurs outils informatiques, que ce soit un ordinateur ou un smartphone. Parce qu'on a deux utilisations différentes de deux choses différentes, mais les deux sont connectés au réseau. Tout à fait. Voilà. J'encourage l'utilisation d'un VPN, par exemple. Je sais pas pourquoi. Est-ce que cet épisode est sponsorisé par NordVPN? Ouais, je m'en fous, j'en ai un. Si tu le dis assez fort, ils t'enverront un chèque, on sait pas. Ah bah oui, ça va se renouveler, je crois, en juillet prochain. Alors, je veux bien un petit truc. Mais par exemple. Et la photo, tu le gardes quand même comme passion. Tu continues à faire de la photo ou tu donc j'ai quand même largement réduit mon activité à ce niveau-là. N'ayant plus de clients ou de contraintes professionnelles par rapport à ça. Pareil, j'étais photographe, j'étais vidéaste aussi. Je faisais pas mal de vidéos, des reportages vidéo, des interviews, plein de choses. De la fiction aussi. J'ai pas mal revendu tout ce matériel, mais je continue à en faire un petit peu. Alors, là, dans mon année de reconversion professionnelle, étant donné que j'ai passé littéralement 6 mois à faire des cours pour apprendre le métier de développeur, j'ai pas eu trop l'occasion de faire des photos. Voilà, éventuellement des captures d'écran de Discord ou de Teams, mais c'est tout. C'est pas... Avec l'œil, toujours ça. Voilà, ça toujours faire l'œil du photographe. Capture et capture, quoi. Exactement. Mais c'est toujours quelque chose que je me garde sous la main, avec une petite préférence de par la pratique de mon dernier job en labo photo. Une petite préférence pour l'argentique. Ouais. Mais vraiment par préférence personnelle, parce que j'aime bien la patine de l'argentique, parce que je trouve ça chouette, parce que j'aime bien la contrainte de l'argentique, de se dire t'as 36 poses et il faut que tu te démerdes à réussir le plus de photos possible en 36 poses. Ouais. Contrainte qu'on a moins en numérique. Mais, là t'as pas de filtre, t'as pas de retouche photo. Ouais, après, voilà. Il y a des techniques de développement. En fait, en argentique, tu vas choisir le rendu de ton image au moment où tu achètes la pellicule. Alors qu'en numérique, le travail, il est en post-photo, en post-processing. C'est juste deux philosophies différentes. Est-ce que la photographie argentique est plus véritable que la photographie numérique? Non, pas du tout, parce que les deux pratiques sont des pratiques de la photographie. Et la photographie, c'est avant tout un point de vue. Et j'avais un prof en école de photo qui avait une expression, je sais pas si je vais la ressortir exactement, mais j'aimais bien, il disait que c'était en gros
une tranche dans l'espace-temps. Et c'est littéralement ça. À un moment, tu découpes une tranche de l'espace-temps et tu t'en fais un rectangle ou un carré. Mais c'est un moment dans le temps et c'est un endroit dans l'espace. Mais du coup, il y a quelques années, il y avait une photo qui était sortie. C'était pour un reportage de guerre. On voyait l'importance du cadrage. Il y avait un gars qui était dans un conflit dans les Balkans, quelque chose comme ça. Il était au sol et il se faisait faire boire de l'eau par un soldat de l'ONU. Bon. Du coup, la photo, elle raconte quoi? Elle raconte les réfugiés se font aider par les gars de l'ONU. Et en fait, quand tu décadrais légèrement la photo sur le côté, tu voyais le même gars au sol qui avait pas l'air bien parce qu'en fait, il était en position comme s'il allait boire, mais du coup, il buvait pas encore. Mais ça, on le sait pas à ce niveau-là de cadrage. Et de l'autre côté, tu as un autre soldat où en fait tu vois une arme qui est pointée vers lui, mais elle n'est pas vraiment pointée sur lui. En fait, c'est juste que dans le cadrage, on a l'impression que c'est pointé sur lui, alors qu'elle pas en fait. Et en fonction de comment tu vas décaler le cadrage de la photo, ça raconte pas la même histoire. Donc ce que je veux dire, c'est toujours important de garder en tête que la notion de vérité en photo, et dans n'importe quel média en fait, ça n'existe pas. C'est un point de vue. Ah oui, et, tout à fait. Voilà. La vérité est ailleurs. Oui, c'est exactement. Oui. Je pense que c'est Mulder qui a dit ça. Plutôt, mais... Je crois. Mulder Sartre, je crois. Mulder. Oui. Et c'est parfait. Bah, merci beaucoup, Greg. Et puis, Ouais, on te merci. souhaite une très bonne reconversion. Merci. Ne nous oublie pas pour les cadeaux en cuir à Noël prochain. C'est le mec qui- Voilà. Ainsi que NordVPN et Greg, ne nous oubliez pas. Merci en tout cas. Et effectivement, je pense que tu auras du boulot et c'est peut-être toi qui sauvera un hôpital Oui. ou une centrale nucléaire, voilà, parce que Ouais. tu auras appuyé sur le bouton en disant je dis non, je dis alt là, je dis contrôle alt Ouais. supre. Ouais, je vais faire ça. Alt F4 sur le ransomware. Tout à fait. Alt F4, très bien. Il y aura du boulot en tout cas, Du ça c'est boulot. sûr. Merci. 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 Thank you.